On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté, Luc, Joe Biden a beau s'être éloigné des États-Unis, se ramasser en ce moment à l'OTAN, être capable de peut-être garder la face à cet endroit-là. Chez eux, la grogne est continue. Il y a comme un double défi là pour le président, satisfaire les membres de l'OTAN et rassurer le monde des démocrates. Ça va pas être facile. Non, et cher Tortillas, bonjour. Donc, je viens de découvrir ton identité secrète. Voilà. Donc, oui, l'OTAN pour Joe Biden, ce n'est pas une pause ni même une diversion. C'est au mieux une occasion de se relever, de prouver qu'il est toujours là, toujours solide. Et j'ai presque envie de te dire, à la lumière de sa performance d'hier, indispensable. Ça n'a pas empêché hier un premier sénateur ouvertement à heure de grande écoute sur CNN, même dans des termes polis, de le défier. Donc, c'est Michael Bennet qui est pas reconnu. Là, on parle pas de quelqu'un qui brise les rangs très, très souvent. On parle pas de quelqu'un qui est pas solidaire, qui est pas loyal. C'est pas Joe Manchin, hein, c'était pas Madame Cinéma qui est devenue une indépendante depuis. C'est quelqu'un qui, en termes de sport, joue en équipe habituellement. Et hier, à heure de grande écoute, il a pas dit « je lui demande de partir », il s'est arrêté juste avant. Mais ce qu'il craint, et c'est... Quand on parlait du supplice de la goutte, c'est un peu ça, c'est qu'on n'arrive pas à calmer cette histoire-là. Ça revient, on en a plus chaque jour. Et il a dit non seulement Donald Trump pourrait littéralement massacrer, en anglais c'est le terme landslide, une victoire facile puis une victoire sur toute la ligne là, de Donald Trump, mais il a dit les républicains, et ça si on est démocrate et peut-être américain ou ailleurs sur la planète, c'est pas une bonne nouvelle, il a dit peut-être qu'il pourrait entraîner Joe Biden, la Chambre des représentants et le Sénat avec lui. Il y a, pour le rappeler à la Chambre, un nombre infime de sièges pour la majorité républicaine. Les démocrates entretiennent l'idée de pouvoir gagner la majorité à la Chambre. Ce serait un exploit au moment où on se parle, mais ce n'est pas impossible. Et ils ont une très courte majorité au Sénat. Donc, on est très, très serré dans les deux chambres. Si Joe Biden trébuche, il y a plus que lui. Hein, il peut lui couler, mais entraîner le navire à sa suite. Et c'est ça qui alarme, ou c'est ça qui inquiète par-dessus tout les démocrates. Et Michael Bennet l'a très, très bien formulé hier. Et je répète, ce qui est important, c'est que c'est pas une discussion de corridor, c'est pas une source anonyme qui dit à un journaliste « Je vous parle, mais vous ne donnez pas mon nom ». C'est un sénateur qui est respecté au sein des troupes démocrates et sur CNN, à heure de grande écoute, là où beaucoup de progressistes ou d'indépendants peuvent aller chercher des nouvelles. On s'entend pour dire que c'est pas les gens de Fox News ou les plus radicaux du Parti conservateur auxquels ils s'adressaient. Donc, c'est pas la clientèle cible de CNN, mais ça fait d'autant plus de dommages. C'est qu'on est dans un réseau où habituellement on s'exprime assez ouvertement, dont on sait que la couverture nous est pas toujours favorable, mais où on n'a pas nos pires, où on n'essuie pas nos pires critiques. Bennet va donner un coup de marteau de plus sur ce clou qu'on n'arrive pas à retirer pour Joe Biden. Ouais, la situation va devenir difficile, puis pas à peu près de ce côté-là. Je veux dire, il y a même un autre éditorial du Times qui appelle monsieur Joe Biden à s'en aller lui aussi. Puis là, on joue un peu sur les deux tableaux. Là. C'est ça qui est toujours intéressant. Je veux dire, monsieur Trump reste un candidat qui, aux yeux de tellement de gens, est complètement illégitime. C'est un criminel reconnu. C'est quelqu'un c'est un violeur reconnu aussi, convicted de ce côté-là. C'est quelqu'un qui ment comme il respire, qui dit n'importe quoi, qui veut faire basculer complètement à droite. Et on parlait du projet 2025. Je veux dire, il y a des choses vraiment horrifiantes. The Times dit, ouais, M. Trump aussi, là, en passant, il faudrait qu'il débarque. Mais il dit ça comme une espèce d'alinéa de fin de page, en disant les deux devraient s'en aller, mais là, en ce moment, surtout Joe Biden, le fait que toute la presse progressiste ou presse se retourne contre lui, c'est assez catastrophique. Là. Écoute, c'est catastrophique. Il y a quelque chose, c'est à la fois rassurant et inquiétant. Donald Trump polarise. Donald Trump va conserver des électeurs qui lui sont loyaux, fidèles, inébranlables. C'est le cas depuis son arrivée sur la scène politique. Mais ce qui inquiète les démocrates, c'est que depuis la victoire de 2017, Donald Trump et les républicains ne performent pas bien. Donc, en 2018, aux élections de mi-mandat, M. Trump a essuyé une défaite.
Si on considère que Joe Biden peut entraîner les démocrates avec lui, c'est le cas de M. Trump également. Donc, en 2018, c'était pas une bonne nouvelle. Il perd la présidence en 2020. Puis en 2022, tout le monde annonçait une vague rouge, une vague républicaine au Congrès qui ne s'est pas avérée. Les démocrates ont performé au-delà des espérances pour se retrouver dans une situation que j'évoquais précédemment. Les républicains ont une très courte et très fragile majorité à la Chambre. Ça les a embêtés d'ailleurs dans la dernière année, ce dont on ne parle plus du tout, de cette Chambre des représentants qui est presque ingouvernable. Donc la couverture de M. Biden, la couverture médiatique, nous fait oublier cette réalité-là. Et de l'autre côté, donc, on a préservé le Sénat du côté des démocrates. Donc, ce qu'on craint, c'est que Joe Biden soit en train de perdre ce très, très léger avantage. On se bat, pour des fractions de points dans les sondages qui vont faire la différence dans les États pivots. Et il y a un seul sondage récemment, à ma connaissance, qui montre que Joe Biden pourrait encore remporter l'élection dans les swing states ou dans les États pivots, en avance au Michigan puis au Wisconsin. Tous les autres sondages ne lui sont pas favorables, mais pas par beaucoup. C'est ça qui rend la tâche compliquée pour les démocrates, c'est qu'il nous reste 4 mois. Que fait-on pendant ces 4 mois-là? On va avec Biden parce que c'est encore très serré, ou encore on y va avec autre chose. Et ce autre chose peut prendre des formes variées. C'est tout de suite dire, on espère que le président va être complice de la décision, puis on se range derrière Kamala Harris, ou encore on attend la convention, 2 mois au mois d'août, 2 mois avant l'élection, et là, on donne un gigantesque spectacle dont il faut presque écrire le scénario à l'avance pour se trouver un candidat ou une candidate, un colistier ou une colistière. Donc, il reste à la fois beaucoup et peu de temps. Mais c'est là où ça devient complexe. Je pense qu'on en a discuté tous les deux régulièrement. Si on remontait un peu le temps, ou encore si aux élections de mi-mandat, Biden avait dit « J'ai livré la marchandise jusqu'en 2022, maintenant, on laisse le chemin libre à la relève », les démocrates n'en seraient pas là. Donc, c'est en même temps l'entêtement de Joe Biden, puis des démocrates qui ont pas osé le critiquer. Ce à quoi on assiste présentement, c'est pas nouveau. Il y a des débats chez les démocrates et des discussions autour de la candidature de Joe Biden, même dans le camp de Barack Obama, qui est souvent présenté comme un allié. Si on faisait le tour, il y a peu de gens qui l'ont souligné, mais si on faisait le tour des critiques les plus dures de Joe Biden au moment où on se parle, c'est des anciens de la campagne de Barack Obama. Donc, Barack Obama, lui, ne va pas effectuer une sortie officielle, dire « Joe, c'est le temps de rentrer à la maison ». Mais si on se dit qu'il est encore en contact avec les gens dont il était très proche et qui l'ont conseillé, il y a comme un mouvement Obama aussi pour dire, dans les annonces de Volkswagen, ça avait été critiqué, c'est « Tasse-toi, mon oncle », mais c'est un peu ça, parce que c'est Oncle Joe, le surnom de Biden aussi. Donc, ça vient pas les critiques. Donc, ce débat-là se fait très tard, mais en même temps, les critiques ne viennent pas de sources qu'on peut balayer du revers de la main. Je le disais tout à l'heure, si c'était Joe Manchin, par exemple, le sénateur de la Virginie occidentale, qui a enquiquiné puis emmerdé Joe Biden pendant un certain temps, on pourrait se dire, OK, ça, on l'attendait. Mais que ce soit des proches d'Obama aussi proches que ça, c'est troublant. Ouais, ça commence à devenir inquiétant pour lui. Là, on a parlé des démocrates qui le critiquent, on a parlé des médias plus traditionnels. Il y a aussi les humoristes, les late night shows aux États-Unis qui ont quand même beaucoup d'emprise, qui vont faire jaser pas mal dans les chaumières. Il y en a pas mal qui sont durs, très durs même, soudainement, avec Joe Biden. Ben écoute, et je suis en passant un fan des humoristes américains, de l'ensemble des fans, peu importe où on les présente, qu'ils soient très durs, plus crus, mieux, plus présentables, disons-le, sur des réseaux où on effectue une certaine censure. Il y en a un que j'aimais beaucoup, que j'aime encore beaucoup, qui est Stephen Colbert, mais son jupon dépasse de plus en plus. Donc hier, il a tenté de se moquer affectueusement de Joe Biden, mais il a pris la peine d'avertir son auditoire avant. Je trouve que c'est un bon président et je l'aime bien. Donc, il y a une limite à un moment donné à faire de l'humour engagé. Clairement, lui, il est en mission contre Donald Trump. Il y a Bill Maher, dont je partage l'engouement avec notre collègue Martineau, donc qui est très, très, très cru, très, très, très dur. D'ailleurs, lui est un réseau où la censure, ça n'existe pas. Donc, il critique très, très farouchement. Mon préféré à moi, c'est Jon Stewart. Et hier, il y est allé d'un segment, à mon avis, très important sur la candidature de Biden, parce qu'il y a encore bien des gens qui, Stewart, il est considéré comme un progressiste,
mais capable aussi de critiquer très farouchement. Et je pense que l'équipe nous a gardé un petit extrait. C'est vers la finale de l'émission hier, puis on y revient tout de suite après. 4 months is forever. Britain just held an election in 2 months. France had 2 in 1 month, defeated fascism, and still had time to have an affair with Denmark. Are you telling me, you sons of bitches, are you coming to my house and saying to my face that the United States of Bruce Springsteen's America can't hold an election better than a French? Is that what you're telling me? It's 4 months. 4 months. Wow! Hey, je l'avais pas vu comme ça. Puis, pour résumer, paraphraser, pour ceux qui ont moins bien suivi, la France a eu le temps d'avoir 2 élections en 1 mois. Puis, il a absolument raison. Je veux dire, le coup de poker de Macron, dissoudre l'Assemblée nationale, élection éclair, ça vient de se passer. Bing, bam, boum. Tout le monde disait que le Rassemblement national allait rentrer. C'est arrivé, mais pas mal moins qu'on pensait. Wow! Non, ça frappe comme segment. C'est que juste avant, il se moquait. Il avait passé des extraits de politiciens qui disaient, ah, vous savez, c'est pas facile, mais il ne reste que 4 mois, donc on va se ranger derrière Joe Biden. Et c'est là où il revient parce qu'il a fait ressortir avant le fait que les problèmes de Biden ne sont pas récents. Ça ne remonte pas qu'au dernier ou au premier débat, entre Trump et Biden. Il dit, revenons en arrière. Et là, il présente plein d'extraits où on le voit confus, mêlé, incapable de terminer une phrase. Il n'a pas l'air de savoir où il est. Puis il dit, on n'a jamais eu la conversation. Et après ce segment-là qu'on vient de passer, ce qu'il dit, c'est arrêter avec les 4 mois. 4 mois en politique, c'est long. Puis effectivement, il y a des pays qui en font 2, comme la France, en 1 mois. Et il dit, il considère pas qu'il est celui qui a le droit de dire à Joe Biden, partez. Mais il dit qu'on fasse l'économie d'un débat ouvert sur la candidature de Biden et qu'on ne nous présente personne d'autre. Hein? Et il avait dit au début du segment, oui, on a fait des primaires, puis Biden l'emportait avec des millions de votes, mais à chaque fois aussi, il y avait des résistances là-dedans, puis il n'y avait pas d'adversaire sérieux pour Joe Biden. C'est M. Phillips, dont tout le monde a oublié le nom. Hein? Il dit même, moi je pense que c'est une image générée par l'intelligence artificielle, Phillips. Je suis même pas sûr qu'il existe pour vrai, tellement ça avait été insignifiant comme candidature. Donc il dit, quand est-ce qu'on a jasé de ça sérieusement? Et là, faites-vous une convention, puis il tourne ça à la caricature, hein? Faites-nous un show, faites-nous de la musique, faites 4 jours de rassemblement. Puis là, il dit, ça doit exister? Oui, ça existe. On appelle ça une convention. Puis il dit, ressortez de là, regaillardi, avec tout le monde hein, qui se serre les coudes, qui est entraînant. Et si c'est Joe Biden, ben ce sera Joe Biden. Mais donnez-nous un choix, puis parlons-en ouvertement. Et il a été, donc je répète, il n'a pas ménagé Donald Trump. Il n'a pas dit Donald Trump est soudainement l'oracle. C'est lui qui nous donne la vérité. Il détient les clés du futur. Il a plutôt dit, jasez-en ouvertement, puis entre nous, expression familière, vous avez dormi au gaz pendant un sacré bout de temps et vous êtes responsable du problème qui surgit là. Mais je comprends la frustration de certains candidats démocrates puis des gens, des sénateurs et autres, parce que on se comprend, Luc. Il y a juste les gens dans l'entourage très proche de Joe Biden qui ont accès au président 24/7. Il y a juste eux qui le voient, qui le connaissent au quotidien. Tu es un sénateur de je sais pas trop quel État dans l'ouest du pays, tu es démocrate, tu le vois pas quotidiennement, Joe Biden. Je veux dire, c'est ton chef de parti, c'est ton président, mais tu le sais pas comment il se comporte. Si tout le monde te dit à l'état-major, tout va bien, tu penses que tout va bien jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et si tu es un gouverneur, un sénateur ou un représentant, tu es plus près d'un niveau de tes électeurs que ne l'est le président. Et c'est toi qui reçois les critiques, les inquiétudes, et tu veux avoir des nouvelles de ton président. En même temps, tout le monde a remarqué ça. C'est là où ça devient très difficile pour Biden de remonter la pente. Je sais pas si tu as vu tôt ce matin, d'ailleurs, il y a une nouvelle qui faisait le tour aux États-Unis. George Stephanopoulos, celui à qui Joe Biden a accordé une entrevue vendredi soir à ABC, il a été enregistré à son insu, micro ouvert, disant que c'est impossible de pas remarquer à quel point Biden a diminué, à quel point il en a perdu. Donc, et Stephanopoulos, là, faut rappeler pour le bénéfice de tout le monde, il a déjà servi sous Bill Clinton. Et ce qu'on craint parfois de Stephanopoulos, à tort pour vendredi dernier, en tout cas, c'est qu'il ait un biais favorable aux démocrates ou aux progressistes. Si on pense que ça vient du camp ami ou d'un ancien démocrate affiché, écoute, tu
tu fais comment pour contredire ça ou tu fais comment pour te relever de ça? C'est le supplice de la goutte. Je sais pas, écoute, c'est pas impossible que Biden soit là encore en novembre. Je sais pas comment il peut survivre à tout ça, même s'il a été hier, pour l'ouverture du sommet de l'OTAN, particulièrement déterminé dans ses attaques contre la Russie. Est-ce qu'avoir accès au télésouffleur puis faire un discours très court et ne pas se tromper, parce que la barre, elle est rendue là, là. On le regarde, tellement on se demande, et voilà, est-ce qu'il va trébucher? Donc, c'est bon. Il s'est pas trompé dans son discours. On parle du président des États-Unis. Là. On parle pas d'un étudiant de secondaire qui surmonte sa timidité maladive pour faire un exposé oral devant la classe. On parle de celui qui veut être le leader de l'OTAN puis de la démocratie dans le monde. La barre m'apparaissait très basse. Pour quelqu'un comme toi, Luc, qui analyse, qui donne des cours, qui étudie les États-Unis, je sais pas si t'es constamment déprimé, fasciné ou un beau mélange, un élégant mélange des deux, si tu t'ennuies de la normalité, si normalité il y a déjà eu aux États-Unis. En tout cas, c'est toujours un plaisir de t'en parler. Je suis partagé, Alexandre. C'est à la fois fascinant pour plein de raisons, puis en même temps, un peu décourageant parce que ce sont les deux candidats qu'on nous offre présentement. Et je me dis que là, c'est comme Canadien, comme voisin, on a besoin que ce pays-là soit plus fort qu'il ne l'est présentement. Plaisir partagé, Alexandre. La barre est tellement basse qu'on risque de s'y enfarger. Bonne journée, Luc. Bye-bye.